Merci pour ces présentations fantastiques, Christina et Francisca. Maintenant, nous sommes prêts à répondre aux questions du public. Superbe, merci beaucoup. Donc, cette première question, c'est pour vous, docteur Franco-Maman. Est-ce qu'il y a un moment qui est spécialement bon pour découvrir le gène du CED hypermobile? Quand est-ce que ça va arriver? D'ici 2 ans, d'ici 10 ans? Est-ce que ça va être un gène ou une combinaison de gènes, à votre avis? Eh bien, ma boule de cristal ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, mais je dirais que nous espérons avoir davantage d'informations dans les 2 prochaines années. J'espère que ça ne va pas être 20 ans, car j'aimerais vraiment pouvoir vivre quand ça arrive, ce moment arrive. J'imagine que ce sera plus d'un gène, car si c'était seulement un gène qui provoquait le syndrome des leurs dans l'os, j'imagine que nous l'aurions déjà trouvé. Il y a tellement de personnes qui ont cherché pendant si longtemps, j'ai l'impression que cela va être assez complexe. Merci. Je crois que nous sommes tous d'accord avec cela. Une autre question. Est-ce que les types de syndrome des leurs dans l'os s'aggravent au fur et à mesure des générations ou est-ce que c'est dû à des facteurs environnementaux? Bon, il y a des maladies héréditaires qui s'aggravent d'une génération à l'autre, nous le savons. C'est ce qu'on appelle l'anticipation et la transmission héréditaire. Cela veut dire que les générations suivantes ont des manifestations plus graves que les autres générations. Moi, je ne pense pas vraiment que ce soit quelque chose qui soit habituel dans le syndrome d'Ehlers dans l'os, dans le type hypermobile. Il y a, c'est vrai, des familles où les enfants ont des manifestations, des symptômes plus graves que les parents, et ceci pourrait être un phénomène que nous appelons l'expressivité variable, c'est-à-dire que certaines personnes d'une même famille vont avoir des manifestations plus graves que d'autres. Je suis intéressé d'ailleurs par l'avis de la professeure Lokaitis. Eh bien, je pense que l'un des aspects héréditaires dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais qui est important pour le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, c'est qu'il y a l'héritage polygénique multifactoriel et dans certaines familles, nous pensons qu'il y a une contribution génétique des 2 côtés et c'est pour ça qu'on pense plutôt à différents gènes qui le provoqueraient et pas un seul gène. Et cela expliquerait le fait que dans certaines familles, les enfants montrent des symptômes plus graves que chez les parents. Merci. Et merci, professeur Lokaitis. Est-ce que vous pensez que le CED hypermobile peut avoir d'autres problèmes associés? Comme le disait la docteure Franco-Maman, il y a tellement de personnes qui ont cherché ceci pendant si longtemps, on ne peut pas exclure certaines possibilités et comprendre la contribution des conditions des maladies métaboliques. C'est important et c'est compliqué. Et c'est une des causes héritées que nous ne pouvons pas ignorer. C'est vrai qu'il y a des éléments assez compliqués à découvrir. C'est quelque chose qu'on a étudié à maintes reprises. Donc, je peux dire que je ne sais pas à quel point, mais en tout cas, on essaye de le trouver, de le compenser. Il y a d'autres symptômes héréditaires qui dépendent de variations structurelles. Les réplications, les éliminations de gènes qui se produisent. Et ceci doit également être pris en compte dans les tests génomiques. Merci. Une autre question. À quel point les nouveaux cas sont communs? Sans marqueur génétique, je ne peux pas y répondre pour le CED hypermobile. Peut-être que le docteur Franco-Maman a des données pour d'autres types de CED. Non, moi non plus, je n'ai pas de données à ce sujet. Docteur Franco-Maman, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes produits pour les tests des différents types de CED? Non.
je dois dire que même s'il y a beaucoup d'informations disponibles, désolé, nous avons des problèmes de son. Nous avons perdu le docteur. Je dirais non, si quelqu'un est intéressé et souhaite comprendre les aspects génétiques qui sont derrière le syndrome d'Ehlers-Danlos, il faut aller voir un généticien pour qu'il fasse les tests génétiques opportuns. Nous avons le professeur Malfait avec nous, donc j'aimerais lui transmettre des questions qui sont pour elle. Comment est diagnostiqué le TED cardiovasculaire et quels symptômes vous avez besoin de vous allez observer? Alors, je ne m'y connais pas assez, pas aussi bien que le docteur Malfait. Les tests génétiques, c'est ce qui est le plus utile pour le diagnostiquer. Docteur Francomano, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet? Pour le type cardiovasculaire, alors je suis en train de regarder les gènes, je devrais le savoir, de quel gène il s'agit, mais ça ne vient pas. Je sais qu'il y a des tests génétiques pour le découvrir, bien sûr, pour savoir si on a ce gène. Et c'est vrai que ce type de CED implique un contrôle assez important avec des électrocardiogrammes pour savoir comment fonctionne notre système vasculaire. Des fois, on a besoin de chirurgie. C'est vrai que les artères sont fragiles et on peut avoir besoin à certains moments d'une chirurgie. Merci. Docteur Francomano, il y a différentes questions posées sur ce que cela implique lorsque il y a des gènes avec une signification inconnue. Et est-ce que ça pourrait être ce qui provoque le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile? Alors, mon approche de ces variantes, c'est que lorsque nous savons ces variantes de signification indéterminée, c'est que nous n'avons pas davantage d'informations qu'avant le test. Nous savons qu'il y avait ce type de variantes, mais nous ne connaissons pas quelles sont les implications de ces variantes. J'imagine qu'il faudra corriger ces variantes avec le temps et peut-être qu'à la fin, nous pourrons en apprendre davantage. Mais en tout cas, pour l'instant, je crois que c'est important que les personnes sachent que s'il s'agit d'une variante de signification indéterminée, cela veut vraiment dire que c'est indéterminé. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Cela ne veut pas dire qu'ils peuvent avoir une variante pathogène par rapport à d'autres personnes, mais c'est simplement une question qui reste ouverte et il faut le voir comme ça. Comme le dit le professeur Malfait, c'est important de réaliser un suivi car la communauté scientifique essaie de suivre de près ces variantes et il pourrait y avoir de nouvelles classifications. On pourrait penser qu'à un certain moment que cette variante est totalement bénigne. Donc, des patients pourraient être reclassés car ces variantes de signification indéterminée pourraient devenir des variantes bénignes. Il y a aussi des études dont a parlé le docteur Malfait, avec des études de famille qui ont été réalisées. Et il y a des variantes qui sont reclassées comme variantes pathogènes. Mais pour l'instant, si c'est une variante de signification indéterminée, il faut simplement dire que nous ne savons pas. Merci. Docteur Lekaitis, est-ce que vous pouvez avoir plus d'un type de syndrome d'Ehlers-Danlos? En général, non. Ce sont des maladies tellement rares qu'en général, c'est très peu probable d'avoir plus d'un type de syndrome d'Ehlers-Danlos. En général, on entre dans une seule catégorie. Merci. Alors, je n'y dis jamais, jamais en génétique, mais
La probabilité est tellement petite que je dirais c'est pratiquement non. Et docteur Francomano, est-ce que vous pouvez dire plus clairement le type, combien de types de CED il y a? 13, 14? Quel est le chiffre actuellement? D'ailleurs, après la classification de 2017, nous avons établi qu'il y a 13 types, mais depuis, il y a eu un autre type qui a été transmis, informé. Nous sommes à 14, c'est des variantes dans le gène ABP1, et je crois que dans le symposium scientifique d'octobre, nous pourrons parler peut-être de prendre en compte d'autres sous-types, d'autres troubles héréditaires du tissu conjonctif qui ont beaucoup de choses en commun avec le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et on pourrait réfléchir aussi à inclure ceci dans la classification qui dépend des diagnostics. Mais en tout cas, officiellement, nous en sommes à 14 pour l'instant. Donc, on parle de la classification de 2017, mais quel est votre avis d'un gène qui n'est pas inclus, le gène FLNA? Est-ce que c'est un gène qui pourrait provoquer la maladie? Eh bien, c'est l'un des gènes que l'on prend en compte, que l'on considère pour la nouvelle classification de 2021. Et une question pour toutes les deux. Que pensez-vous d'une théorie épigénique? Comme nous disons, et comme l'a dit le docteur Lekaitis, il faut réfléchir à toutes les possibilités, bien sûr. Il y a des fois des facteurs environnementaux qui influencent les gènes qui sont activés ou désactivés, ce qui provoque des phénotypes que nous reconnaissons comme à la base du syndrome d'Ehlers dans l'os. Et puis, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir l'esprit ouvert à tout type d'explication, en tout cas pour l'instant. Merci. Et docteur Lekaitis, est-ce qu'une personne diagnostiquée avec le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile devrait réaliser des tests génétiques des autres types pour être sûr? Ou est-ce que ce n'est pas recommandé? Eh bien, il faut le décider, on doit le décider parce que, vous savez, on a des bons critères pour le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile et dans ces critères, il y a aussi l'exclusion d'autres types de CED. Donc, s'il y a des soupçons cliniques où on pense que cela pourrait être un autre type de CED plutôt que l'hypermobile, c'est peut-être bien de faire les tests, mais si ce n'est pas le cas, nous n'avons pas ces soupçons, à mon avis, ce n'est pas nécessaire. Donc, la réponse n'est pas claire. J'ai tendance à proposer des tests assez souvent, mais pas tout le temps, pas d'une manière universelle. Cela va dépendre de si la personne remplit les critères du CED-H hypermobile ou si elle a aussi des symptômes qui pourraient appartenir à un autre type de CED. En tout cas, c'est vrai que les tests deviennent de moins en moins chers et c'est donc une charge moindre. C'est sûr que ça nous aide à être sûrs, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire tout le temps. Merci. Encore une fois, pour l'une d'entre vous, est-ce que vous êtes conscient de recherche génétique pour le CED? Peut-être que on pourrait chercher dans les gènes impliqués dans l'autisme. C'est une question intéressante. D'après mon expérience clinique avec tous les patients que j'ai évalués, eux disent qu'ils sont dans le spectre autiste. Ils ont reçu ce diagnostic. C'est des maladies qui sont difficiles à suivre. C'est sûr qu'en termes de génétique, ce n'est pas facile. Il y a certains chevauchements. Et moi, c'est vrai que je fais des études génétiques, mais pour l'instant, on n'a pas de collaboration officielle, même si nous avons certains partenariats dans des domaines où il y a des regroupements. Et j'ai aussi des questions spécifiques par rapport au type de gène. Est-ce que les mutations dans le FOXP2 est-ce que ça peut être lié au syndrome d'Ehlers dans l'os? Est-ce que ces mutations peuvent être liées à cela? Eh bien, je dois dire que je ne sais pas, je suis désolé. Non, moi non plus, je ne sais pas
Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas assez d'expérience avec ce gène, le FOXP2. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la manière à travers laquelle nous pouvons interpréter les résultats génétiques après les tests? Est-ce que vous voulez répondre? Oui. Alors, le professeur Malfait a fait un très bon travail avec les explications fournies. Et moi, je pense que le point clé que je vais garder avec moi après l'interprétation des tests, c'est que nous essayons de classer les variations, les variantes normales génétiques et les mettre dans des catégories pour savoir quelles sont les mutations qui vont avoir un impact sur la santé des personnes et les mutations qui ne vont pas avoir un impact sur les personnes d'une manière qui soit compréhensible. On essaie de classer ceci, mais il y a des changements qui sont problématiques, c'est sûr. Si on essaie de comprendre ces mutations, d'ailleurs, ce sont des changements qu'on voit souvent chez les personnes qui présentent les mêmes types de symptômes, les mêmes phénotypes. Et c'est vrai que cela se produit dans différentes personnes. Des fois, c'est difficile à interpréter. Des fois, il y a des effets que nous n'arrivons pas à reconnaître. Et des fois, c'est ce qui fait que les gens soient uniques. Donc, l'interprétation des tests génétiques a beaucoup de science, mais aussi d'émotion. Il faut essayer de comprendre quelles sont les implications pour la santé d'une personne concrète. Docteur Francomano, est-ce qu'on peut avoir différents types de syndrome d'Ehlers-Danlos dans une même famille? Peut-être qu'une mère aurait un type de SED et la fille aurait un autre type de SED. Et ben, cela a trait à la réponse donnée par le CAITIS sur le fait d'avoir deux types de syndrome d'Ehlers-Danlos chez une seule personne. Ce n'est pas très commun, c'est sûr, ça serait très surprenant, mais pourquoi pas, c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui a syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, qui soit marié à une personne qui a un autre type de syndrome d'Ehlers-Danlos et que l'enfant est l'un ou l'autre. Donc c'est sûr que l'enfant aurait un type différent que l'un des deux parents. C'est une possibilité. En général, par contre, la réponse la plus simple, c'est de dire que, bon, la réponse la plus simple, c'est la réponse correcte, souvent, c'est ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir une variation dans l'expression du syndrome d'Ehlers-Danlos existant dans cette famille et que la mère et la fille expriment des aspects différents de cette même maladie, en fait. Docteur Lecatis, est-ce qu'il y a une connexion entre les pommes et les oranges dans les différents types de SED? Alors, je travaille dans une communauté militaire, pour ainsi dire, mais je n'ai pas de réponse sur cet aspect-là. L'agent orange. Et docteur Francomano, est-il possible d'avoir, dans le cas du SED hypermobile non confirmé génétiquement, un type de SED avec des symptômes d'un autre type? C'est-à-dire, on a un type de SED, mais on a les symptômes d'un autre type. Est-ce que c'est possible? Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est, tiens, j'ai le SED hypermobile, mais j'ai des symptômes vasculaires. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'ils ont des contusions, ecchymoses, peut-être qu'ils ont une aorte un peu dilatée ou certains résultats dans leur électrocardiogramme. Toutes ces choses sont compatibles avec le diagnostic du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Donc, les signes que nous cherchons pour le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire sont des problèmes avec les artères à taille moyenne. Vous allez d'ailleurs en entendre parler dans la séance suivante, les complications vasculaires dans le SED, le syndrome d'Ehlers-Danlos. Mais c'est vrai qu'on voit des contusions également dans le SED hypermobile. Il n'y a pas d'anévrisme dans les artères moyennes, dans le SED hypermobile.
Et il n'y aura pas non plus, il ne va pas y avoir de rupture intestinale, rupture de l'utérus, rupture intestinale et de l'utérus ou d'autres types de ruptures d'organes. C'est quelque chose que l'on ne voit pas habituellement dans le SED hypermobile, mais c'est vrai qu'il y a des signes qui nous font penser au SED vasculaire, mais que l'on peut retrouver dans le SED hypermobile. Et une autre question pour vous, docteur Francomano, et je sais que c'est différent en fonction de là où on vit, mais est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir un généticien qui puisse diagnostiquer le stade hypermobile, même s'il n'y a pas de base génétique pour cela, ou est-ce que tout type de docteur peut le faire? Je pense que c'est un bon moment pour parler de pourquoi ECHO, le programme ECHO, et c'est important parce que ça ne doit pas être tout type de discipline. Bon, oui, absolument. L'un des objectifs principaux du projet ECHO, c'est de disposer d'informations sur ces diagnostics pour qu'ils soient accessibles à tout le monde, peu importe où ils sont et peu importe où est-ce qu'il faut qu'ils soient traités. C'est un diagnostic que tout médecin peut faire à condition qu'il soit familiarisé avec les critères de diagnostic. Et la société des L'Art dans l'os a fait beaucoup de travail pour inclure ces critères dans le site web, avoir une liste de points vérifiés très simple. Dans le site web, un médecin pourrait observer cette liste de points vérifiés et établir si cette personne a cette maladie ou pas, de réaliser le diagnostic. Personnellement, je pense que ce n'est pas forcément un généticien qui doit le faire. Ça peut être un médecin traitant, un rhumatologue, un interne de médecine, je ne sais pas. Peu importe, quelqu'un qui est familiarisé avec les manifestations du syndrome de l'heure dans l'os hypermobile. Merci. Le docteur Lokaitis a dû partir. Donc, pour les questions qui restent, c'est à vous d'y répondre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une plus grande prévalence chez les juifs ashkénazis? Euh, je ne pense pas qu'il y ait une plus grande prévalence de la maladie chez les juifs ashkénazis. Est-ce qu'il y a des SED qui peuvent être diagnostiqués par une biopsie sur la peau, une biopsie cutanée? Eh bien, il y a 10-20 ans, on faisait des biopsies sur la peau tout le temps. Il y a Peter Byers qui est un laboratoire génétique à l'Université de Washington. Lui a cherché des variations dans les protéines, les collagènes type 1, 3, 5 notamment. Mais actuellement, nous ne le faisons pas beaucoup. Non, nous préférons faire un séquençage de l'ADN pour identifier les variantes dans les gènes du collagène. Des fois, si nous avons de forts soupçons, par exemple, si nous avons un fort soupçon d'un SED vasculaire et que nous avons une variante de signification indéterminée dans le gène de collagène type 3, celui qui crée le SED vasculaire, eh bien, nous pourrions faire une biopsie de la peau, utiliser cette biopsie pour voir comment est la protéine du collagène type 3 pour voir cette variante, si cette variante provoque un changement dans la protéine que nous avons détectée en laboratoire. Ceci serait une situation dans laquelle nous pourrions utiliser une biopsie sur la peau pour compléter les informations moléculaires du séquençage de l'ADN. Mais je ne pense pas que les personnes utilisent des biopsies de la peau pour faire des tests de diagnostic. Non. Merci. Et si on revient aux tests génétiques, est-ce que les tests génétiques généraux est-ce qu'ils peuvent identifier les types de syndrome d'Ehlers dans l'os, ou il faut que ce soit des tests génétiques spécifiques à ces variantes de syndrome d'Ehlers dans l'os?
Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par ce test génétique généraux. Ce que nous faisons, c'est utiliser le séquençage de dernière génération. C'est une méthode très rapide pour faire un séquençage de l'ADN et pour observer comment sont les T, les A, les G, les C dans l'ADN, les S. Donc, nous faisons ce séquençage et nous comparons la disposition des S, des T, des G, des C pour avoir une séquence de référence et nous observons s'il y a des variations qui pourraient expliquer un type concret de syndrome d'Ehlers dans l'os, pour celui que nous recherchons. Donc, je pense que c'est tout pour les questions. Nous avons fini quelques minutes avant et je souhaiterais donc vous remercier de nous avoir aidés à répondre à toutes ces questions. C'est avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons faire une pause et si je peux vous demander d'être à moins quart, ce sera parfait. Nous allons maintenant écouter quelques vidéos de membres de notre communauté. Merci.